Me revoilà pour vous parler de bouquins dans ce podcast qui mange des livres tout le temps. Comme j'ai pas d'intro, je fais le mauvais chanteur, mais je sais plus quoi dire, alors je vais m'arrêter là. Salut mangeur de livres, je vous ai manqué j'espère. J'essaye, comme promis, de faire des podcasts un peu plus souvent, de pas vous laisser des semaines sans une petite denrée alimentaire super vitaminée. Bon, ce soir, ça va pas être très optimiste, ça va pas être un truc un peu joasse, mais comme d'habitude, comme c'est la nuit et que je tournais un peu dans mes étagères de bibliothèque pour savoir de quel livre j'allais vous parler, je suis tombé sur un livre qui m'a retourné, qui m'a cassé le cœur, qui m'a brisé le cœur, qui m'a fait pleurer. C'est rare que je verse pas larmes. C'est un livre qui s'appelle Laetitia, écrit par Yvan Jablonka. Alors il date un peu, il a une dizaine d'années. Il a obtenu le prix Médicis en 2016, ainsi qu'un autre prix, je crois, le prix du Monde ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est la chronique d'un fait divers, mais c'est un peu plus que ça en fait. Alors, Yvan Jablonka, c'est un historien qui bosse à la Sorbonne, après avoir bossé, je crois, en Normandie, à l'Université du Maine. Euh, il était déjà connu quand il a écrit ce livre. Il avait écrit notamment, je crois, l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eus. Je crois que ça parle de. En fait, je crois que ses grands-parents ont été déportés pendant la guerre. Et il avait mené l'enquête pour reconstituer leur vie, en fait. Et je crois que déjà, ce livre avait pas mal fait de bruit. Et ensuite, avec celui-là, la Laetitia, il a défrayé la chronique. Moi, je me rappelle que je l'avais vu plein de fois sur plein de plateaux télé quand ce livre était sorti. Et je vous avoue que comme les faits divers, c'est pas trop ma came, d'habitude, je m'y étais pas trop intéressé en réalité. Et puis comme d'habitude, le hasard a fait qu'un jour il m'est tombé dans les mains et que je l'ai feuilleté un petit peu et je l'ai pas lâché en fait. Parce que c'est quoi Laetitia? Laetitia, c'est le prénom d'une fille qui s'appelle Laetitia Perret et qui a été enlevée dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011. C'était une serveuse de 18 ans qui vivait en Loire-Atlantique, dans une petite ville qui s'appelle Pornic. Et elle était, elle avait une sœur jumelle et avec sa sœur, elle vivait dans une famille d'accueil. On y reviendra, ça, aux familles d'accueil, etc. Mais bon, pour vous poser le tableau du fait divers, c'est donc elle a été enlevée dans la nuit du 18 au 19 janvier, comme je vous le disais. Et paradoxalement, le meurtrier il a été arrêté au bout de 2 jours, mais il a fallu plusieurs semaines pour retrouver le corps. Et à l'époque, l'affaire a eu un grand écho médiatique, notamment parce que c'était l'époque où Nicolas Sarkozy était président, et je ne sais pas pourquoi il a mis sa tête dedans en fait. Il a estimé que la justice faisait pas son travail correctement et il avait promis des sanctions en réponse aux fautes bah, que l'entité judiciaire avait soi-disant commises. Et en fait, ces propos ont provoqué une grève inédite dans l'histoire de la magistrature et ça a créé une affaire dans l'affaire. Et une deuxième affaire dans l'affaire, c'est que le, le père adoptif, entre guillemets, en tout cas le, celui qui faisait office de père dans la famille d'accueil, là, au bout d'un moment, alors que on l'avait vu éploré devant les caméras des journalistes, au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'il avait violé la sœur de Laetitia, Jessica, et elle-même pendant des années. Et donc, le truc c'est qu'on ne sait pas si Laetitia elle-même a été violée par son beau-père, on va dire, parce que comme elle avait été aussi violée par son meurtrier, l'autopsie ne pouvait pas révéler s'il y avait eu plusieurs viols de différentes parties, j'allais dire. Et sa sœur, elle n'a pas révélé si il y avait eu qu'elle qui avait subi les assauts de son beau-père ou si c'était les deux sœurs. Et le truc en fait c'est qu'à l'époque, ça par contre je me souviens un peu, bon maintenant ça fait un peu longtemps, mais je me souviens que ça avait créé des remous cette histoire. Pendant des semaines on voyait
le dernier épisode à la télé. Et puis comme je vous dis, le président de l'époque s'en était emparé. Donc je me rappelle encore maintenant de certains flashs et de certains rebondissements là. Mais bon, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on voit peut-être presque en arrière-fond au journal télévisé, quoi. Et on s'y intéresse pas forcément comme il faudrait, parce que malheureusement on est inondé de ce genre d'affaires, par ce genre d'affaires. Le truc c'est que comme l'enquête a duré 12 semaines je crois avant de trouver le corps, c'est que et qu'il y a eu l'intervention du président, ça a été 12 semaines, comme je vous le disais, hautement médiatisé, et donc il y a plein d'intervenants en fait dans cette histoire. Il y a la police, il y a l'entourage proche et moins proche de la famille, il y a la famille elle-même puisqu'il y a eu des rebondissements à l'intérieur de la famille, euh, il y a la présidence, il y a la justice, il y a les journalistes, et le tour de force en fait de Jablonka, et c'est pour ça en réalité que son livre est super intéressant et un peu unique pour ce genre d'enquête, c'est que lui, bien sûr, dans un premier temps, il s'intéresse au cas de Laetitia, mais il a voulu l'aborder justement par tous les angles possibles euh, qui étaient connectés à l'affaire. Donc, comme je vous l'ai dit, la police, la justice, le journalisme, l'aide sociale à l'enfance. Et donc, en fait, déjà, on est touché par l'histoire de Laetitia, mais c'est comme un millefeuille en fait. Il y a des couches, des couches, des couches. En fait, plus ça va, plus on tombe des nues et plus on devient fou, quoi, parce que le travail qu'il a réalisé, c'est plus qu'un travail d'enquêteur. Parce que généralement, quand un journaliste, par exemple, s'empare d'une affaire et essaye de creuser, il y aura l'angle de la police, par exemple, ou en tout cas l'angle de l'enquête, mais il ne va pas forcément s'attacher à enquêter sur tout le spectre. Et le truc de Jablonka, c'est que, justement, il s'attache à, à brosser le tableau de cette affaire par tous les angles possibles. Et comme il le dit à un moment, de son vivant, Laetitia Perret n'a intéressé aucun journaliste, aucun chercheur, aucun homme politique. Pourquoi lui consacrer aujourd'hui un livre? Étrange destin que celui de cette passante fugacement célèbre aux yeux du monde, elle est née à l'instant où elle est morte. Ça veut tout dire. En tout cas, moi je me rappelle quand j'ai commencé à lire ce livre, presque je m'attendais à rien en fait. Comme je vous l'ai dit, les faits divers, c'est pas trop mon truc. Comme disait, je crois que c'est Bourdieu qui disait ça, les faits divers, c'est pour faire diversion. Quand on en parle trop à la télé, c'est pour faire oublier le reste. Mais là où il a été malin, c'est que c'était pas une statistique quoi dans son bouquin. Laetitia, c'était pas juste la victime X d'un crime X, justement comme on en voit presque chaque semaine malheureusement à la télévision. Tout de suite, il l'a humanisé. Donc tout de suite, il nous dépeint déjà la vie dans la France périphérique, comme on dirait aujourd'hui. À l'époque, je crois que c'était pas encore sorti. Donc ce petit village de Loire-Atlantique, enfin peut-être pas un village, en tout cas une petite ville de Loire-Atlantique. Il nous explique que c'était quelqu'un de plutôt aimé par son entourage, avec sa sœur. Et il nous dresse le tableau familial, entre guillemets, sans histoire. Bon, comme sa disparition et son meurtre ont été documentés tout de suite, on voit à peu près comment ça s'est passé. Mais le premier angle justement par lequel il va nous faire rentrer dans l'histoire de Jessica, c'est son histoire personnelle en fait. Le pourquoi du comment, pourquoi elle s'est retrouvée en famille d'accueil, qu'est-ce qui a fait qu'elle était dans cette famille d'accueil en particulier. Et donc c'est le premier angle ça. C'est l'angle, on va dire déjà social, mais l'angle de l'aide sociale à l'enfance. Alors bien sûr, moi maintenant avec l'âge, et on va dire déjà par expérience personnelle, moi j'ai grandi dans des quartiers où il y avait plein de familles d'accueil, où il y avait, enfin, je veux dire, comme je l'ai dit une fois dans un podcast, j'ai pas grandi dans des quartiers super favorisés, on va dire. Il y avait tous les cas de figure. Mais donc j'ai toujours su que c'était un peu glauque. Ça veut pas dire que toutes les familles d'accueil sont menées par des pédophiles, hein. Il y en a des très bien, mais comme on l'apprend dans le livre, c'est que comme d'habitude c'est une question de moyens. Et ça pareil avec l'âge, et en m'intéressant un peu au sujet, ou parfois en regardant des documentaires, on se rend compte que
c'est comme les hôpitaux ou l'école, quoi. L'aide sociale à l'enfance, c'est devenu parent pauvre des budgets du gouvernement, quoi. C'est impossible de traiter décemment des enfants qui ont besoin justement d'être entourés, d'avoir des familles d'accueil, d'avoir des, des familles adoptives entre guillemets qui s'occupent réellement bien d'eux quand on n'a pas de moyens. Et puis il y a toujours eu un business dans le côté des familles d'accueil. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais comme on a une allocation versée par l'État pour chaque enfant qu'on accueille, il y en a certains qui ouvrent ça, qui rachètent même des maisons avec plusieurs pièces, avec le but ouvert d'en faire une maison de famille d'accueil. Et alors, encore une fois, hein, il y en a, c'est vraiment parce qu'ils ont le cœur sur la main, parfois parce qu'eux-mêmes ils ont été élevés par des familles d'accueil et ça s'est bien passé, et qui veulent, par générosité, aider des enfants dans le besoin. Ça, c'est noble et il n'y a aucun problème avec ça. Mais malheureusement, il y a aussi des gens qui voient ça comme un business. Comme il n'y a pas. Alors c'est vrai, hein, moi je me rappelle quand j'étais petit, par exemple, il y avait plus de contrôle, il y avait de l'argent encore un peu dans. Même s'il n'y en a jamais eu beaucoup, il y avait des contrôles souvent, il y avait des gens qui se faisaient attraper quand ils n'étaient pas dans les clous, même s'il y avait déjà des dérives, mais là je sais que, par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait un foyer, c'est pas pareil, mais dans la cité où j'habitais, on voyait bien que c'était n'importe quoi. Les foyers, c'est encore une autre histoire, hein. Et donc, comme je vous le dis, il y a deux types de familles d'accueil. Il y a des familles d'accueil qui ont juste un enfant, ou par exemple là, une fratrie d'enfants, ils s'en occupent. Et il y en a qui, c'est presque une usine, quoi. Ils en ont plein. Alors, des fois, ils les ont pas pendant toute leur enfance. Des fois, ils les ont pour 1 an, 2 ans. En tout cas, comme je vous le dis, c'est du 50-50. Il y en a qui en font un business. Il y en a qui en font une ONG. Et comme d'habitude, hein, on parle jamais des cas où tout se passe bien. On parle des cas où ça va mal. Il n'y a pas longtemps, dans le nord de la France, là, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a une famille comme ça, pareil, qui s'est fait vraiment attraper parce que c'était devenu un abattoir presque. Enfin, il y avait eu trop de problèmes. Ils ont sauvé les enfants in extremis, mais il y avait déjà eu pas mal de ravages. Donc, ils s'attaquent dans un premier temps à nous raconter l'histoire de Laetitia et de sa sœur, pourquoi elles se sont retrouvées dans déjà sans parents et après pupille de la nation, on va dire, enfin en tout cas soumis à l'aide sociale à l'enfance, et comment se retrouver dans cette famille d'accueil. Et donc, je vous épargne tous les détails, parce que sinon, à quoi ça sert que vous lisiez le livre. Le truc, c'est que par ce biais, en allant interroger les travailleurs sociaux, en essayant de comprendre justement quel est le circuit entre le moment où un enfant est signalé, par exemple, ou un enfant se retrouve sans parents, euh, jusqu'au moment où il se retrouve dans une famille d'accueil, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe quand une famille d'accueil justement fait mal son travail et que encore une fois il y a un signalement et qu'on doit venir prendre les enfants parfois d'urgence pour les mettre dans une autre famille d'accueil. Et en fait on se rend compte que Laetitia et sa sœur ont été pas mal ballottées justement dans leur enfance et que paradoxalement elles étaient quand même contentes de se retrouver chez ce couple. Je dis paradoxalement parce qu'après on apprend justement ce qu'a fait le père. Et déjà ça, sincèrement, c'est Cosette et les Misérables, quoi. On se dit, peut-être qu'il y a des gens autour de nous, dans l'appart d'à côté, ou dans la rue, ou dans la maison un peu plus loin, qui vivent ça et on n'a aucun moyen de le savoir. Et de toute façon, ça a toujours été compliqué, ça. C'est comme. En plus, ce que j'allais dire, c'est que c'est pas obligé que ce soit une famille d'accueil, hein. Des fois, par exemple, la pédocriminalité, il y en a chez des parents, entre guillemets, avec leurs vrais enfants. Et on ne le sait pas non plus. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas un incident qui fait qu'on arrive à, à faire éclater la vérité, on ne sait pas, par définition. Mais bon, pour en revenir à Laetitia, justement, on entre par cette porte du monde de l'aide sociale à l'enfance et des familles d'accueil. Alors déjà, il faut avoir le cœur bien accroché, parce que franchement, comme je vous dis, c'est Cosette. Et le truc en plus, là où il est fort, c'est que j'en ai parlé après avec plein de personnes qui avaient lu le livre. Bien sûr, maintenant, comme c'est le monde d'Internet, la première réaction qu'on a, bon, bien sûr, on a tout de suite une image mentale, on imagine une Laetitia et une Jessica, mais après, on va sur Internet quoi, pour voir leur tête, c'est normal. Et comme en fait, il y a tout de suite j'allais dire, pas un rapprochement, mais
on s'attache, en fait. On s'attache à ces deux sœurs, tout de suite, vraiment, parce qu'on voit que c'était des filles attachantes, justement, des filles cool, et on leur souhaitait que du bonheur, et il leur arrive trop de malheur dès le début, quoi. Et le pire, c'est ça, c'est que quand on commence à les regarder sur internet et qu'on voit leur visage et tout, après c'est encore pire, parce que tout le reste de la lecture, on voit leur tête, et on se dit putain, elles méritaient pas ça, ces deux petites. Donc, une fois qu'il nous a brossé le tableau de l'accès à l'enfance, on arrive au moment où donc elle part pour cette fameuse soirée et elle revient pas. Et puis on voit bien que ça s'est joué à rien encore parce que il y a une histoire de scooter. Elle est partie sans sa soeur alors qu'elle devait y aller. À une minute près ou 2 minutes près, elle aurait pu enfin, il y aurait eu. C'est un concours de circonstances comme étude qui fait qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment. En tout cas, il lui arrive ce qui lui arrive et donc après il y a l'enquête. Et donc là, c'est l'angle de la police. Donc après c'est pareil. Comme il a été interrogé, tous les policiers, tous les gendarmes, tous les acteurs qui ont mené l'enquête, et ben là on voit avec le point de vue des forces de l'ordre. Alors c'est pareil, on se rend compte que, comme d'habitude, eux aussi ils n'ont pas d'argent, eux aussi ils se heurtent à plein de problèmes, déjà pour cette enquête en particulier, mais en général, quand c'est ce genre de- d'enquête où il y a beaucoup d'émotions et où c'est une jeune fille qui a été kidnappée, violée, il y a encore plus de pression parce que généralement en plus, même les flics ou les gendarmes, c'est des gars du coin, des fois ils connaissent et les gens ils ont beaucoup, ils sont dans l'expectative, ils attendent beaucoup en fait des forces de l'ordre et il y a une pression supplémentaire. C'est pas comme je sais pas le grand banditisme où les gens ils sont, enfin je veux dire, il y a une pression différente pour les flics qui s'occupent de ça, mais il n'y a pas cette proximité qui se fait tout de suite euh, de la part du public avec la victime, quoi. Donc, on change complètement de point de vue. On voit aussi justement tous ces problèmes de procédure parfois qui peuvent aussi mettre des bâtons dans les roues aux policiers ou aux gendarmes ou le fait que toutes les fausses pistes qu'ils doivent suivre. Et en plus, le problème, c'est que comme ils devaient trouver le corps, il y avait une espèce de course contre la montre parce que on savait pas trop si elle était vivante ou pas au début. Parce que c'est bien beau de dire que elle a été tuée au bout de 2 jours, mais qu'est-ce qu'on en savait, au début les gens ne le savaient pas. Donc ça crée une pression et justement c'est là où tout le monde rentre dans la danse. Il y a Sarkozy, alors là je sais même plus pourquoi, parce qu'il l'explique un moment dans le livre, mais je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai lu, et bon bien sûr on connaît le phénomène, hein. C'était pour se faire mousser, pour jouer le grand justicier. Il a même reçu justement à un moment donné le père là. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'en fait c'était des masques sous des masques sous des masques. Et il y a aussi justement ensuite le tir croisé des médias, quoi. Et pareil, à un moment il arrive à retrouver un journaliste assez consciencieux qui a suivi l'affaire du début à la fin, et on se rend compte aussi de l'emballement médiatique. En 2011, alors maintenant on a l'habitude des télés d'information continue. Alors en 2011, ça faisait déjà un moment qu'il y en avait, mais on va dire qu'il y en avait peut-être moins qu'aujourd'hui, ou c'était un peu moins. Mais il y avait quand même ces trucs-là, où il fallait des flashs toutes les demi-heures, toutes les quarts d'heure. Et pareil, on voit qu'en fait, pour une bonne partie des médias, en fait, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est le buzz. Ils veulent le scoop, ils veulent le buzz, ils veulent la parole choc. Et ça crée aussi plein de problèmes avec justement l'enquête, parce qu'elle est en cours, l'enquête. Et donc tout se croise à un moment donné. Euh, les bons journalistes, les faux journalistes, les bons keufs, les faux keufs. Du point de vue du palais de justice, du proc et tout ça, pareil. Il y a de la pression qui vient d'en haut. Sarko rentre dans la danse. Et où il est fort, Jablonka, c'est que il arrive, parce que ça aurait pu paraître super fouillis comme enquête, parce qu'il y a trop d'acteurs. Mais il les fait les uns après les autres. Comme je vous dis au début, c'est le volet social. Après, il y a le volet police. Ensuite, il y a le volet même justice, du point de vue judiciaire, quoi, on va dire, juridique, tout ça. Après, et il nous explique comment ça se passe, justement. Ça, c'est intéressant aussi. De voir. Après, on a l'impression que parce qu'on voit des séries tous les jours, parce que on a été à l'école, qu'on sait à peu près comment ça fonctionne. Mais c'est une chose d'avoir une vue d'ensemble, on va dire, ou d'avoir une idée. Et là, de suivre une affaire dans les détails, point par point.
et justement tout ce qui peut gripper la machine, notamment les influences extérieures, comme justement l'Élysée ou les médias. Donc ensuite, quand on arrive avec le journaliste, lui justement, c'est plutôt un journaliste intègre, mais il voit bien que il est quand même dans une course et qu'il est dans la merde parce que en plus, à un moment donné, il arrive à avoir une enquête un peu parallèle à celle des forces de l'ordre et vers la fin là, il, il arrive à comprendre un peu aussi où va être le corps, comme les flics quoi. Mais donc de toute façon, il met pas des bâtons dans les roues aux flics, mais le problème, c'est que lui aussi, il doit mener son enquête. Donc, c'est si la police l'autorise à être là avec eux ou pas, justement les relations qu'il arrive à nouer avec eux, la pression qui vient d'en haut des deux côtés, du côté police, du côté journalistique. Et en fait, ça en fout. Parce que, et en plus, comme cette affaire a pris une ampleur nationale et médiatique et présidentielle, ça rajoute une pression à tout le monde. Et à un moment donné, il y a les révélations du père, là, du père qui est pédophile en fait. Et là, ça retourne tout. Parce que là, il y a une deuxième enquête. Il faut savoir il a violé les deux sœurs, il faut savoir si auparavant il n'a pas commis encore d'autres actes avec d'autres enfants, il faut savoir pourquoi. En plus, comme Sarko, il l'avait interviewé, genre il lui avait promis que sa fille chérie allait. Enfin bref, l'autre il se sent humilié parce qu'il s'est fait avoir par le père, donc il en remet une couche. Et en fait, c'est une affaire. Pareil, je suis sûr que personne ne se rappelait de tous ces événements sur une seule affaire, entre guillemets banale, de disparition, de viol, de meurtre, malheureusement qui arrive souvent, encore une fois. Et donc c'est pour ça que moi, au début, j'étais vraiment réticent à lire ce type de bouquin. Parce que sincèrement, entre guillemets, on a l'impression de remuer la merde, quoi, ça sert à rien. Mais là, non. Et là où il est fort, c'est qu'il est toujours juste et que on peut pas maîtriser son émotion. C'est du cassage de cœur, du chagrin sur du chagrin, et on se rend compte que surtout, tout au long du livre jusqu'à la fin, on a l'impression qu'elles étaient maudites depuis le début ces deux petites, parce que comme je vous dis au début, on a leur histoire, quoi. Et déjà quand je vous dis que c'est Cosette, c'est vraiment Cosette, quoi. Il leur est arrivé mille galères, et en plus de l'injustice, mais pure. En plus, encore une fois, alors bien sûr, les enfants sont jamais responsables, tu vois, mais quand en plus on nous brosse un tableau de petites filles plutôt gentilles et qui assez tendres et qui veulent juste un peu d'amour et de tranquillité, bon, bien sûr comme la plupart des enfants, mais on se dit mais pourquoi ça leur tombe dessus comme ça? Et pareil là, cette espèce de faux oasis et des faux espoirs quand elles arrivent dans cette famille d'accueil où elles vont à l'école, elles arrivent à faire un bac pro, on se dit bon, ça va pas être la Silicon Valley, mais elles vont réussir à avoir un taf, et elles vont trouver un mec, elles vont être cool, elles vont être contentes, elles vont sortir de la merde. Eh ben non, c'est le moment où, ça y est, c'est la tragédie grecque, quoi. C'est le point final de la tragédie. Parce que même sa sœur, hein, elle est pas morte, mais en tout cas au moment où Jablonka a écrit le livre, on se rend bien compte qu'elle en a repris peut-être pour perpète, quoi. C'est super dur de perdre déjà une sœur, sa jumelle, les, le contexte dans lequel c'est arrivé. En tout cas, il y a une espèce de destinée tragique sur ces deux petites qui, euh, qui est dur à supporter en tant que lecteur. Mais pourquoi j'avais envie d'en parler, encore une fois, c'est parce que c'est l'espèce d'enquête totale. Vous savez, maintenant il y a un nouveau courant en histoire qui s'appelle l'histoire globale, où on essaye de prendre tous les points de vue et l'histoire de toutes les civilisations en même temps, parce que bien sûr, il y a eu des influences de tous les côtés, c'est pas juste le point de vue occidental. Et ben là, il a fait la même chose, l'histoire globale d'un fait divers. C'est pas juste le point de vue de la victime, c'est pas juste le point de vue de la police, c'est pas juste le point de vue de la justice, c'est le point de vue de tout le monde. Et tout se croise et s'entrechoque. Et ça fait système. Et on se dit que si c'est à chaque fois comme ça, bah, on comprend aussi pourquoi parfois on trouve personne, on trouve pas les coupables, c'est super dur. Mais de toute façon, la machine elle est grippée, quoi. Il y a un problème. L'emballement médiatique, c'est à chaque fois. Souvent il y a des considérations politiques, pas forcément aussi haut que l'Elysée, mais parfois c'est le conseil départemental, parfois c'est un baron local, parfois.
y a de la corruption, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est pour ça que ce livre, là, quand je suis passé devant, là, je me suis dit c'est dommage, parce que ça fait presque 10 ans que je l'ai lu, et à part à le relire juste pour faire un podcast dessus, ouais, j'aurais pu le faire, c'est juste que en tant que mangeur de livres, on aime bien parfois, j'allais dire manger du frais. Mais de toute façon, c'était pas grave, parce que à trop vous déflorer, justement, je vous enlève ce qui fait, j'allais dire le charme, c'est pas le charme, hein. En tout cas ce qui fait vraiment, vraiment l'intérêt de ce livre, c'est que c'est un millefeuille, un oignon, comme vous voulez, en tout cas c'est couche après couche, après couche, après couche, et même à la fin on se dit mais ça va jamais finir, comment c'est possible? Comment c'est possible que ça finisse pas? Qu'il y a encore quelque chose à dire dessus, quoi. En tout cas, moi je sais qu'après avoir lu ce bouquin, quand Jablonka est passé à la télé, je l'écoutais, quoi. Parce qu'il m'avait vraiment épaté. C'est un vrai boulot. C'est pour ça que parfois, être historien, eh ben, justement, c'est différent qu'être enquêteur journalistique, quoi. Un journaliste, il n'aurait pas fait la même enquête. Et lui, il a appliqué la méthode de, de- de vérité historique, quoi, d'historien, de A à Z. Il a fait, comme je vous dis, une histoire totale, globale d'un fait divers. Donc j'espère que je vous ai quand même donné envie de lire ce livre, même si j'ai survolé, j'avoue. C'était pas super approfondi, mais c'était aussi pour vous faire un petit coucou. Et en tout cas, c'est super disponible et si, comme moi, vous n'avez pas l'habitude de lire souvent euh, des enquêtes criminelles, eh ben, si vous devez en lire qu'une, celle-là c'est pas mal. Et si par contre vous aimez bien, je sais qu'en ce moment il y a un mouvement qu'on appelle True Crime, où vraiment il y a plein de livres qui sont faits sur plein de faits divers, des meurtres, des enlèvements, et que ça marche pas mal. C'est devenu un sous-genre du polar. Bah, en tout cas, si vous vous intéressez à ça, c'est un must-have. Alors celui-là, c'est un must-read. Et voilà, 27 minutes, c'est correct comme podcast. J'aurais espéré en faire en 1 heure, mais c'était un peu trop 1 heure, je crois. À part si j'avais vraiment voulu faire le Christian Bourgeois. C'était ça, Christian Bourgeois? Le mec qui faisait les serial killers et qu'en fait c'était un bluffeur. J'avais plein de bouquins de lui. Et là j'ai vu, c'est sorti en fait que c'était un bluffeur, qu'il avait mythomané toutes ses rencontres avec des psychopathes à travers le monde, là à part au début. Et je les ai tous balourdés. Et j'en avais jamais lu aucun en fait. Donc ouais, voilà, à part à vouloir faire vraiment l'analyse de True Crime, là ça aurait duré 1 heure ou 1 heure et demie. Mais là c'était juste pour vous donner envie de le lire. Donc, pensez à partager le podcast si ça vous a plu. À bientôt les mangeurs de livres.